Donc, le constat de fait. Ce constat de fait est un constat de disparition. Pas d'essai, disparition. Je vais procéder avec vous dans une plongée dans le passé, mais qui a pour but d'éclairer le présent. Donc, moi-même. Je ne vais pas parler de moi-même en faisant des confidences sur mon... Si, je vais faire des confidences, mais des confidences, comment dire, très intimes sur mon itinéraire, ma pensée, etc. Je vais essayer de m'immerger dans un réseau qui s'est déformé avec le temps et donc de vous faire partager le plaisir que j'ai connu dans ma carrière professionnelle à pratiquer la philosophie de la biologie et à l'enseigner. Les premiers pas, mais pas dans la philosophie de la biologie. Lorsque j'ai fait mes études, je n'ai jamais entendu parler d'évolution dans le secondaire. Et dans mes études de biologie, je n'en ai entendu parler qu'en 5e année, ce qu'on appelait le DEA. Ça fait une différence de 9 ans, les choses ont changé. Écoutez, c'est très simple à raconter. J'ai d'abord été étudiant en philosophie. J'ai donc fait 6 années de philosophie dans une université parisienne. J'ai entendu dire au cours de ces études par un certain professeur Canguilhem qu'il est bon pour les philosophes d'aller faire un petit tour du côté des facultés des sciences. Et en aparté, il m'avait dit, vous savez, le plus facile, c'est la biologie. Il ne faut pas faire des sciences bidons comme sociologie, psychologie, etc. La physique et les mathématiques, c'est bien souvent assez difficile pour nous autres. Allez voir ce que c'est qu'une science expérimentale du côté des facultés de biologie. J'ai été nommé comme professeur dans un lycée de la banlieue parisienne et comme je m'y ennuyais pas mal, j'ai retenu le conseil. Je suis allé dans une faculté de biologie où pendant 8 ans, j'ai appris l'ordinaire de ce que peut apprendre un étudiant en biologie. 1re, 2e année, 3e, 4e, 5e. Alors à l'issue de ce traitement, je me demandais ce que je pouvais avoir encore à faire chez les philosophes. Malgré tout, comme j'étais tenu par un salaire, j'ai fait une thèse de philosophie des sciences qui a porté sur l'histoire du darwinisme. Voilà l'histoire en quelques mots. Je voudrais vous demander ce que vous pensez de l'explication sélectionniste et du concept d'adaptation. C'est comme le sucre, c'est indispensable, mais il ne faut pas en abuser. Hein? Oui, écoutez, je vais quand même peut-être vous répondre un petit peu plus sérieusement. Dans ma communication écrite, je donnerai une avalanche de citations qui montrent cela. Invoquant la sélection naturelle à tout bout de champ, à chaque fois qu'il voyait quelque chose qui pourrait être une adaptation. Donc le raisonnement consistait à dire, tiens, ça pourrait bien être une adaptation. Donc on ne se fatiguait même pas à trouver en quoi elle consistait. Si c'est une adaptation, c'est le produit de la sélection naturelle, c'est QFD, nous avons la solution. Bon, c'est une question technique, je laisse tomber. Bon, voulez-vous qu'à tout moment, la sélection détermine cet agencement ? Non, la sélection intervient plutôt après coup et sur des caractères extrêmement globaux, sur des caractères phénotypiques. Il est naïf de vouloir que la sélection soit comme une espèce de Dieu tout-puissant qui non seulement verrait l'ensemble, mais agirait à tout moment sur chaque petit atome de la chaîne. C'est naïf. Il faut savoir à quel niveau faire jouer la sélection. Mais je peux vous assurer que Kimura, pour ce qui est des caractères quantitatifs, est un des darwiniens les plus intransigeants de l'époque. Il est donc tout à fait curieux qu'on se soit emparé de sa pensée pour en faire un désaveu définitif, radical du darwinisme. Les gens qui le disent, l'ont-ils lu? Réponse, non. Question de Béotien. La question de Béotien. Est-ce qu'une grande partie des discussions tomberont le jour où on aura compris quels étaient les divers niveaux de sélection d'un génome qui est très plastique, qui a une très grande plasticité? Je suis un philosophe, vous m'adressez une question qui semblerait viser peut-être plutôt un scientifique. Enfin, je m'y aventurerai quand même. J'aurais tendance à penser, en tant qu'historien et philosophe, que si le concept de sélection se généralise, les débats, d'un point de vue culturel, s'intensifieront. Parce que les raisons n'en sont pas simplement scientifiques. Au fond, on n'a pas besoin, pour se représenter sa dignité, de preuves comme quoi on serait absolument irréductible aux animaux, aux pierres ou à quoi que ce soit.
je crois que ça... Non, je ne me vois pas menacé dans ma dignité d'homme parce qu'on m'expliquerait un peu mieux ce que c'est peut-être biologiquement que des normes. Ça, c'est très intéressant à savoir. Pourquoi ne pas vouloir le savoir? Peut-être que c'est un programme de recherche perdu d'avance, mais il faut essayer. Bon, alors, pour toutes ces raisons, il est plus commode de garder l'expression anglaise, et puis je dirais pattern et processus, parce que process, quand même, c'est un peu dur à avaler. Hein. Bon. Dans ma communication écrite, je donnerai une avalanche de citations qui montrent cela. Ainsi présenté, vous voyez que la distinction pattern-process paraît très familière, très simple, et on ne voit pas pourquoi on en ferait un plat. Alors d'abord, pourquoi utiliser l'anglais alors que le français est si simple? Process, c'est processus. Pattern, ça vient du français, c'est patron. Donc, on pourrait dire patron et processus, et je plaide pour un tel usage. Bon, et puis en outre, en anglais, le mot pattern a des connotations comme fitness, hein, ça a une multitude de connotations. C'est une langue pragmatique, l'anglais, ça part dans tous les sens, ça flotte, hein, et puis en même temps, c'est très commode. Hein. The extent of the extension of Darwinism. Périodique fondée en 1986, qui s'est vite imposée comme une revue internationale majeure et représentant de manière paradigmatique, certains disent sectaire, l'esprit de la philosophie de la biologie. Vendu pour la modifique somme de 170 € si vous n'êtes pas abonné. C'est pour rire. Hein. Oui, allô? Au fond, vous auriez pu nous faire cette conférence à la fin du XIXe siècle et on serait aperçu que les débats étaient autrement virulents que les gentilles questions. Les gens qui étudient Darwin oublient 2 mots dans le titre de l'origine des espèces par voie de sélection naturelle. C'est espèce, qui est un concept complètement archaïque sur lequel on a tendance à ne pas revenir parce que c'est un dogme du vocabulaire courant, et l'autre, c'est naturel. Si on parlait de sélection humaine, l'agent effectif de la sélection, c'est l'homme. Darwin s'en sert d'ailleurs à propos des races domestiques. Dans la sélection naturelle, l'agent, c'est la nature, avec un grand N. Et là-dessus, il reprend une nature qui ressemble beaucoup à celle de Linné, et qui est une sorte de dieu au féminin qu'on utilise encore, y compris dans les sciences. Et ça, je trouve que c'est un archaïsme de pensée remarquable. Ça correspond un peu à ce que vous avez appelé pouvoir dans les 3 sens qu'il donnait, théorie, hypothèse, etc. Et cette notion de nature est à remettre en question et n'existe plus du tout, y compris depuis qu'on a réinventé l'écologie, c'est-à-dire de constater qu'on vivait chacun dans un environnement qui était différent pour chacun de nous, mais que nous le partagions tous ensemble. Le deuxième point que vous n'avez pas mentionné... Non, ça en fait 3, on en est au 3e, là. Non, on en est qu'au 2e. Le deuxième point que vous n'avez pas mentionné, qui est la place de l'homme dans le système, qu'on attribue à Darwin en disant que c'est lui qui a remis l'homme dans l'histoire de la vie. C'est pas vrai, c'est Linné. Mais ça, c'est pour la culture générale. Le 3e point, c'est que le débat créationnisme-évolutionnisme commence à me friser les oreilles. Parce que ça fait 1 siècle et demi que ça dure et que ça occulte des systèmes d'explication de l'histoire de la vie qui sont autrement plus intéressants et qui datent quand même d'un bon petit moment. Il serait temps qu'on en parle aussi, surtout dans une université du XXIe siècle. Merci. Bon. Passez à monsieur pour tout à l'heure. Alors, je vais répondre. Je vais répondre. 1. J'ai été très sensible à la très grande qualité, la profondeur des questions que vous m'avez adressées. Deuxièmement, s'agissant des espèces, c'est une thèse majeure de Darwin, que c'est un concept dont effectivement on devrait renoncer à donner quelques définitions que ce soit. C'est une thèse majeure. Deuxièmement, concernant la nature, oui, Darwin fait référence à ce vieux concept de la philosophie des Lumières, mais il en donne une définition. C'est le système des lois qui disons, ordonne les phénomènes naturels. La nature n'est rien de plus, ce n'est pas une puissance personnifiée. Hein. Enfin, quant à tout ce que vous avez dit sur le rôle de l'homme, je ne peux que partager votre préoccupation pour son rôle dans notre histoire quotidienne. Je suis totalement d'accord, mais je ne voyais pas l'intérêt de faire une conférence là-dessus. Mais j'ai l'impression que toutes les autres seront du même genre. Monsieur qui était le premier à demander la parole. Excusez-moi. C'est monsieur qui est le premier à demander la parole. Passez-lui le micro. Darwin avait des cauchemars.
Attendez une seconde. Darwin avait des cauchemars, et il en parlait, et je peux en citer deux, enfin au moins un en tout cas, l'œil. L'apparition de l'œil ne peut pas s'expliquer par la sélection naturelle. Je verrais beaucoup plus une orthogénie là-dedans ou une télonomie. Une téléonomie. Eh bien, la deuxième chose, c'était la discussion qu'il avait avec Pierre Fabre au sujet de ce sphex, cette espèce de guêpe qui retourne une larve de papillon et qui, mon Dieu, est-ce que le sphex le savait? Mais en tout cas, il faisait des expériences qui retournaient la larve et il la piquait sur ces ganglions nerveux qui sont à chaque segment, puisqu'on sait que les insectes sont des hyponeuriens. Donc, il ne piquait pas dessus, il piquait par-dessous. Et ensuite, la larve, chacun sait que ça servait à la nourriture des œufs et des futures larves du sexe. Eh bien, Darwin avait donc une correspondance avec Pierre Fabre et il séchait complètement avec cette sélection naturelle. Je terminerai en disant que, vous l'avez dit, mais je n'ai pas exactement compris. Est-ce que véritablement pour Darwin, Dieu a pu créer à travers l'évolution? Pour moi, c'est une évidence. Mais je sais bien que pour certains, c'est contesté. Je ne vois pas comment l'horloge n'aurait pas d'horloger. Et qui me dit comment l'horloger ne s'intéresserait pas à l'horloge. Ce serait le comble. Bon, alors, s'agissant de l'œil, c'est... Attendez. Réponse, là. S'agissant de l'œil et du retournement de la larve, ceci montre à quel point Darwin était un savant qui manifestait de l'humilité devant les phénomènes empiriques auxquels il avait affaire. Il savait néanmoins aussi que l'évolution de l'œil, en particulier de l'œil des vertébrés, s'est produite quand même plusieurs fois, en menant par exemple à l'œil bien sûr, enfin il s'est produit plusieurs fois d'abord chez les vertébrés, mais aussi chez les invertébrés, donc chez les céphalopodes, où la rétine est directe et non pas inversée. Donc nous avons là une même structure, optique, mais par des moyens anatomiques qui sont différents. Ceci pose des questions redoutables. Est-ce qu'il faut l'interpréter donc par l'effet cumulé d'adaptation ou par autre chose? Mais à ce moment-là, ce n'est pas des contraintes structurales, c'est autre chose. Et moi, ça me semble être un grand pas que d'aller chercher et un pas paresseux en l'occurrence, que d'aller chercher la main de Dieu pour expliquer ce genre de phénomène. À mon avis, il a mieux à faire. Et s'agissant alors de la question très importante que vous posiez tout à l'heure quant à savoir si Dieu pourrait agir par la sélection, c'est une thèse théologique classique, c'est une interprétation de la création qui n'a rien de spécifique à Darwin, c'est la thèse malbranchienne, qui consiste à dire que, au fond, dans la nature, aucune cause n'a le statut de cause première, c'est-à-dire de cause productrice, mais qu'en revanche, nous pouvons imaginer que Dieu délègue à un système de lois, qu'il appelle des causes secondes, la faculté, au fond, de produire ce qui se produit dans le monde, ce qui exclut, ce qui évite de faire intervenir à tout le moment le miracle. Cela étant, cette concession de Darwin à une certaine forme de théologie n'était pas sa conviction à lui. Il est, au cours de sa vie, lui, à titre privé et dans des écrits qu'il n'a jamais publiés, car c'était à la fois une espèce de ruse de savant qui voulait l'emporter, mais aussi d'un homme qui connaissait les convictions de sa femme. Il n'a jamais écrit là-dessus, mais il a évolué très très doucement d'un point de vue très fidéiste au départ, vers quelque chose d'agnostique et vers un matérialisme franc à la fin de sa vie. Mais il entendait dissocier l'aspect scientifique de ses travaux et d'autre part ses croyances. C'est ce que j'ai entendu dire, moi qui suis un vieil athée. Qu'avons-nous besoin de le faire intervenir à tout moment dans sa création? Dieu peut parfaitement atteindre ses objectifs en étalant la création dans le temps, en faisant un homme qui tende à être à son image. Mais je dirais, enfin, au fond, moi, ça m'est égal. Bon, je termine. En tant qu'historien des sciences, je n'ai absolument aucun respect pour l'idée de précurseur, mais je sais aussi que l'histoire elle-même n'est jamais neutre, on la regarde toujours avec les yeux du présent. En conclusion,
Jusqu'à il y a 5 minutes, je ne savais pas dire je ne sais pas si j'oserais. Bah ça y est. Oh, non mais c'est pas possible. Mes images. Ah voilà. Ah bah tant pis, je vais les mettre après. Bah non, il n'y a pas qu'on y est. Non, bon, ça n'a aucune importance. Ils sont morts. Bon, voilà. Non, il y avait Canguilhem à 42 ans, qui est à côté, Hempel, et Nagel pour simplement les commémorer. Bien, nous allons nous en tenir là. Merci. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie pour votre attention. En tout cas, un grand merci au professeur Gaillon et un grand merci aux téléspectateurs pour leur attention.